Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Il est originaire de Sainte-Lucie et a quitté son île pour la métropole afin d'y intégrer une école de mode. Il travaille par la suite en tant que chef d'atelier ou encore comme directeur artistique pour de grands couturiers tels que Paco Rabanne ou encore Louis Vuitton. Une vieille psy qui héberge une pédale sans papier. Sois rationnel, Josepha, tu n'auras jamais d'enfant. Je sais que je peux tomber enceinte, Jackie. Est-ce que j'ai l'air d'un homme? Mais voilà, les meilleures histoires Je suis le juge Martin. sont celles qui nous emmènent là où on ne s'y attend pas. Alfred Pelliette prétend ne pas savoir aussi. Il touche aujourd'hui au cinéma et à la télévision. Il est avec nous pour en parler. Notre invité de la semaine est Vincent Macdoum. Alors bonjour Vincent, ravi de te recevoir sur le plateau, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, tout le plaisir de moi. Merci infiniment. Alors Vincent, tu es mannequin, styliste, animateur télé et comédien. Merci, tout ça. Tout ça, rien que pour toi. Ça fait plaisir. Et ben, bravo à toi surtout pour Merci. ce beau parcours. Tu as fait des études de mode aux États-Unis et puis tu reçois une bourse pour faire tes études sur Paris grâce à un attaché culturel. Je faisais mes études de comptabilité c'était et pas dans de la business aux D'accord. États-Unis. Je l'ai fait 3 ans d'études à l'université pour apprendre, tu vois, tout simplement un métier. Parce qu'en Sainte-Lucie, je voulais absolument quitter mon île, qui Oui. est celui de Sainte-Lucie, Sainte-Lucie. parce que j'ai l'impression que je ne pouvais pas respirer. J'ai eu l'impression aussi je ne pouvais pas évoluer, en fait, à Sainte-Lucie. J'ai toujours voulu faire la mode, mais c'était la seule façon de sortir, de quitter le pays, parce que j'avais pas d'argent et je suis issue d'une grande famille. Nous sommes 20 enfants et finalement, j'ai dû accepter, malgré moi, accepter cette bourse pour faire mes études de comptabilité et gestion, tout simplement pour quitter l'île. Parce qu'un garçon efféminé dans un pays qui est très macho, ça ne se fait pas et j'ai eu l'impression que de tous côtés, de tous les niveaux, je n'étais pas le bienvenu en fait. Et c'est d'ailleurs, c'est de là que ta carrière a vraiment débuté. Est-ce que tu peux nous Effectivement. raconter un petit peu? Tu as travaillé pour les plus grands couturiers sur Paris. Je suis partie des États-Unis. Une fois c'était terminé mes études, normalement la bourse veut que tu rentres au pays parce que tu dois partager ce que vous avez appris Oui. avec les personnes de chez soi. So, j'ai dû tout de suite, 2 jours après mes études aux États-Unis, je suis repartie à Sainte-Lucie. Mais cette année-là, Sainte-Lucie fêtait leur 10e anniversaire d'indépendance. Oui. En fait. Et pour la première fois de cette île, ils ont, le ministre de la Culture, Jake Compton à l'époque, a décidé de faire un concours de mode pour des jeunes créateurs sur l'île et je faisais partie de ces jeunes créateurs-là et je gagnais tous les prix en fait. Et, Tous les prix. Oui, et M. Gilles Marek, il a annoncé, mais devant tout le monde, que j'allais partir à Paris pour faire un stage pendant 1 an chez Tu as dû Yves faire des Saint-Laurent. envieux. Effectivement. Les autres devaient vraiment se dire pourquoi lui, pourquoi pas moi. À 19 ans, c'est pas évident. Exactement. Tu vois. Mais c'était bien. Et ça a commencé comme ça. D'ailleurs, comment l'envie d'un jeune homme d'origine antillaise qui veut se lancer dans la mode a-t-elle été perçue par ta famille? Waouh, c'est pas très évident parce que je suis issue d'une grande famille, comme je dis, qui est très judéo-chrétienne aussi. Et un garçon efféminé dans la famille, c'est mal vu en fait. Mais je sais pas, la mode m'est venue tout naturellement parce que ma grand-mère, qui s'appelle Maman Phare, elle était retoucheuse de mode dans le petit village d'où on vivait. Parce que j'étais très turbulente, ma grand-mère, elle me mettait effectivement assis à côté d'elle en fait. Et parce que j'étais assis à côté d'elle, forcément les autres jouaient et moi j'étais à côté d'elle. So, finalement, sous le tas, j'ai appris ce qu'elle faisait et je voulais le faire en fait. Mais quand j'ai annoncé que je voulais le faire, ben écoute, ça n'a
pas bien passé avec la famille. Oui. Parce que normalement, un garçon, il doit être mécanicien, il devait être avocat, il devait être médecin, il devait être ces clichés exactement stéréotypés. pompier, des choses comme ça, mécanicien. Et papa, il avait cette idée saugrenue de créer une dynastie de mécaniciens parce qu'il était, il était mécanicien. Oui. Et quand j'ai annoncé que je voulais faire de la mode, eh bien forcément, j'étais comme une sole en fait. Cette partie de mon visage est arrivée là et j'avais les deux yeux sur ce côté-là. C'était pas quelque chose qui se faisait. Mais j'étais quelqu'un qui était très têtu et je suis toujours d'ailleurs. Et j'ai insisté, c'est ce que je voulais faire en fait. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que tu as réussi aujourd'hui. Si J'ai on réussi. s'entête à faire ce qu'on aime, finalement, on arrive toujours. Exactement. Et le chose, c'est, je voulais pas mettre ma famille dans l'embarras parce que quand même, il faut savoir que on n'a pas l'impression, mais les parents sont les premiers à souffrir en fait de la différence de leurs enfants. C'est vrai. Parce que quelque part, ils veulent protéger leurs enfants, mais quand ils ne peuvent pas protéger l'enfant de ce qui peut se passer à l'extérieur dans la société, ben écoute, c'est eux qui le prennent en pleine face. C'est vrai. Et à une certaine âge, quand je savais qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, j'ai décidé de m'éloigner de la famille. Quel âge à cette période? Je me suis éloignée très tôt de la famille. Je me suis éloignée à l'âge de 13 ans. Parce que simplement, je pense que comme tous les autres pays, ou comme tous les autres endroits en Afrique aussi, parce que quand même cette émission, il est diffusé en Afrique, quand un garçon découvre sa sexualité, il y a des ambiguïtés autour de la sexualité d'un garçon, ça rend mal à l'aise tout le monde en fait. Et quand ma famille, exactement, rumeurs, parce qu'on vit on vit pour la société, il y a tout ça. So, moi, après plusieurs années de viol, parce que j'étais violée quand même par mon oncle, à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, peut-être 4 fois par semaine. Ton oncle qui était notable d'ailleurs. Qui était notable, ouais, tout à fait, qui était dans le gouvernement en fait. Et quelques années, je l'ai dénoncé parce que en tant que gamin, mon travail à moi, c'est d'aller à l'école, en fait, d'apprendre. Et finalement, j'avais à gérer le viol 4 fois par semaine. J'avais à gérer le fait de ne pas pouvoir le dire. J'avais à gérer aussi le fait que je dois faire très attention parce que je sais que je suis pas acceptée par la société, la famille, la religion, et je savais pas, c'était un peu too much pour moi en tant que gamin. So, finalement, j'ai quitté le cocon familial vraiment très tôt, à l'âge de 13 ans, et je suis allée habiter avec une copine à moi qui, quelque part, m'a adoptée. Et j'allais à l'école le matin et l'après-midi, je travaillais dans un magasin de chaussures où j'ai été mannequin. Tout simplement, je portais les chaussures dans le magasin et les femmes venaient. Exactement. Les femmes venaient, elles regardaient les chaussures sous mes pieds et les gens achetaient les chaussures. Et vous savez, les Syriens, ils sont très très forts pour ça. Et c'est un Syrien qui a échoué chez moi à Sainte-Lucie, qui vendait des chaussures de luxe, qui s'appelle Youssef et qui m'a donné ma chance en fait. Et là est venu aussi cet amour, cette fétiche pour les chaussures. Pour les chaussures. À l'âge de 13 ans. D'accord, donc on sait d'où vient cet amour pour les chaussures. Qu'est-ce qui t'a donné la force justement de pouvoir aller au-delà des préjugés? En fait, je ne sais pas si j'avais la force d'aller au-delà de la préjugée. Je ne sais pas si moi, peut-être c'est la résilience en fait. Je voulais tellement qu'on m'accepte pour qui je suis. En fait, parce que quand j'étais un gamin, je me rappelle quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est on m'appelait tous les noms possibles. Mais on m'a jamais appelé Monsieur McDoom, en fait. Jamais. Et je pense ma force est venue de là. Parce que je disais, un jour, j'aimerais bien qu'on m'appelle Monsieur McDoom. Parce que c'est ce que je suis, en fait. Parce qu'en tant que gamin, je savais même pas c'était quoi ma sexualité. Les autres imposaient ma sexualité sous moi. En fait. On te l'a imposé jeune. Exactement. Et sur moi, je ne savais pas. Et moi, j'étais en train de gérer les viols aussi. So, j'avais peur, en fait. So, ma sexualité, je l'ai appris, mais vraiment très tard, à l'âge de quoi? 32, 33 ans. Quand je suis devenue connue, je suis devenue célèbre, grâce à une énorme visibilité qui est celui de la ferme, et quelque chose que je ne crache jamais dans la soupe, c'est la ferme m'a donné cette visibilité. Soudainement, les gens ne voyaient plus moi comme j'étais. En fait,
la façon que les gens me voyaient a changé. En fait, j'ai pas compris en fait. Et à ce moment-là, je réalisais les gens. J'ai été debout devant eux avec les cheveux longs, bien maquillés, et les gens disaient. Ça fait plaisir, Monsieur McDoom. Et là, je réalisais que quelque chose a changé dans ma vie. Oui. Et en fait, finalement, ce que je réalisais, c'est la notoriété, en fait, gomme tout ce que les gens pensaient qui était malsain ou pas bien par rapport à vous. Et soudainement, vous devenez politiquement correct à leurs yeux, en fait. Alors, au niveau du cinéma, donc tu as commencé ta carrière d'acteur dans Paris selon Moussa. Un film franco-africain. Voilà. Qui reçoit d'ailleurs le prix de l'UNESCO. Le prix de l'UNESCO. Des droits de l'homme. Exactement. Et le prix de FESPACO. Et le prix de FESPACO, voilà. Tout à fait. Et le 5 juin dernier sorti le film Kickback. Donc, c'est une comédie un petit peu décalée de Franck Félizon dans lequel tu incarnes le rôle de Josepha. Comment ça s'est passé pour toi? C'est mon deuxième film et j'ai la chance. Le premier film, j'avais le premier rôle, mais j'avais le premier rôle, but supporting actor. Oui. Pas le premier acteur, mais le supporting actor. Oui. Et dans ce film de Franck Félizon et Alexandre Pio, le producteur, j'ai eu le premier rôle. Mais les gens peuvent regarder, vous savez. Oui. Je pense que si je dois me rappeler... c'est www.kickback-lefilm.com. Voilà, c'est ça. Un grand merci, Vincent. Merci, c'est moi. Et on regardera ça. Merci infiniment. Alors, Vincent, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. C'est pas évident. C'est pas évident. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Ok. Alors tu as face à toi Mamafa, ta grand-mère, une personne que tu aimes énormément. Oui. Elle a des questions à te poser. Ou alors des comptes à régler. Alors ton père Justin était musicien et ta maman Victoire était l'une de ses groupies. Elle est tombée enceinte de toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance? Ah oui. Oui, mon père à l'époque, il jouait avec un groupe et il sillonnait le pays pour aller chanter. Et ma mère, tout simplement, dans la ville natale où je suis née, qui s'appelle La Soufrière, c'est la ville volcanique, en fait, de Sainte-Lucie. Ma mère, elle est partie voir un concert et mon père, il était là, en train de chanter. Maman, elle est tombée amoureuse de lui aussi, quelque part. Et maman est tombée enceinte de moi. Mais c'était une relation un peu mouvementée parce que papa, comme tous les Noirs, je pense, a eu une femme dans tous les ports d'attache, en fait. Et maman n'était pas la seule, en fait. Maman, elle est tombée enceinte. Je suis née dans des situations très difficiles parce qu'en fait, je suis née prématurément. Parce que papa il a donné un coup de pied à ma mère sous le ventre. Elle est tombée derrière le lit et elle m'a conçue. Les voisins l'ont ramenée à l'hôpital et c'est ma grand-mère qui a voulu absolument voir cet enfant parce que papa ne voulait pas prendre la responsabilité, qu'il a dit c'était pas à lui. Et ma grand-mère, elle a demandé d'aller voir l'enfant. Maman, elle a fait une rejet, en fait. Elle a fait l'enfant, mais... avec les problèmes que certaines femmes peuvent en avoir, qui est vraiment un grand problème, elle peut faire des rejets de l'enfant. Maman, elle a fait une rejet de cet enfant. Et ma grand-mère, elle est arrivée à l'hôpital en train de inspecter le gamin. Elle soulève les bras, les jambes, parce qu'elle était en train de chercher quelque chose, je ne sais pas quoi. Et elle va trouver ce qu'elle cherche, qui est une tache de naissance sur mon bras gauche. Et elle tourne vers mon père et elle dit « Je veux cet enfant-là parce que cet enfant, il est à toi. Si tous les autres ne sont pas à toi, mais lui, il est à toi, tout simplement parce que c'est le seul qui a le tache de naissance que
ton père, mon grand-père, a eu de son vivant. Ta grand-mère t'avait envoyé vivre chez ta tante. Donc à partir de là, tu as parlé des viols de ton oncle, donc des événements dramatiques familiaux. Tu as fugué de chez toi à l'âge de 13 ans. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? C'est jamais facile de parler de son enfance quand son enfance était malheureux comme le mien en fait. Parce que j'ai jamais eu une enfance heureuse. Mon enfance, quand j'ai appris mon métier, juste d'apprendre mon métier, le métier que je voulais faire était une drame pour la famille, parce que la famille n'a pas compris ce que je voulais faire. Ben écoute, de même parler de viol avec la famille, c'était aussi difficile et c'est l'une des raisons pourquoi je suis fait une fugue à l'âge de 13 ans. Simplement parce que ma grand-mère, sa dernière fille, qui s'appelle Catherine, elle s'est mariée avec un monsieur qui était bien dans la haute société, qui s'appelle Mathieu. Et ce monsieur, c'est lui qui tenait une des plus grandes quotidiens de l'île. Et en tant que gamin, je me sentais rejetée, en fait, tout simplement. Et ce monsieur, il était très gentil, très avenant. C'était l'oncle idéal, en fait, tout simplement. Et ma grand-mère, ma tante était enceinte de Mathieu, tout simplement. Et ma grand-mère, elle a envoyé les enfants, dont moi en l'occurrence, vivre avec ma tante, tout simplement pour aller faire les courses, pour laver les vaisselles, pour faire des choses pour elle. Et mon oncle, par alliance en fait, lui, il rentrait de travail très tard et au lieu d'aller dans la chambre de sa femme, ben écoute, il rentrait dans ma chambre et le reste c'est l'histoire. Alors tu as connu une série noire avec le décès de ta maman, celui de ton oncle quelques heures avant, l'AVC de ton frère. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie? L'année dernière, pour moi, c'était l'année de trop. C'était l'agnos horribilos, tu vois, comme on dit, bibliquement parlant, parce que l'année dernière, j'ai perdu 5 personnes, pas que ma mère. Je me rappelle, j'ai appelé ma mère le jour, parce qu'en France, c'était déjà le fête de mer. Nous sommes à Sainte-Lucie, 6 heures en arrière, en fait. So, j'ai appelé maman parce que c'était la fête de mer pour nous ici, pour le souhaiter bonne fête de mer. Je parlais avec ma mère et quand j'étais en train de parler avec ma mère, en fait, elle a pris d'une malaise, en fait. Elle me dit, tu sais, Vincent, je peux pas parler maintenant, parle avec ta sœur. Et elle m'a passé ma sœur. Et ma sœur m'a dit, écoute, Vincent, je crois qu'il y a vraiment un problème là. So, je dis au revoir à tout le monde. Et ma sœur, elle m'a dit, elle va m'appeler plus tard. Mais quand elle va m'appeler plus tard, c'est pour m'annoncer la mort de ma mère. En fait. So, elle m'annonce la mort de ma mère. Cette même journée, elle me dit, son frère, mon oncle, est mort le même jour avec un AVC. Et c'était un week-end. Le lundi, on ne voulait pas m'informer parce qu'on savait que j'avais perdu ma mère. On m'appelle le lundi et on m'explique que mon frère, mon jeune frère, qui est en vacances avec moi d'ailleurs, lui, il vient de souffrir aussi un AVC et lui, il était à l'hôpital. J'ai eu la chance que tous les 3 ne sont pas partis. Grâce à un monsieur et l'ambassade de France à Sainte-Lucie et monsieur Michael Trasney, mon frère a été pris en main, il a été envoyé à la Martinique où il a eu les médicaments et il a été soigné en fait. So, Dieu me l'a redonné. Mais aussi 2 mois après la mort de ma mère, je vais perdre mon grand frère parce qu'il a été poignardé dans la rue par un SDF. Et en décembre cette même année, je veux perdre un être qui est très cher pour moi. C'est ma petite chatte qui s'appelle Charlie, que je l'avais pendant 18 ans. Elle va décéder d'un cancer généralisé. So, cette année-là, c'était l'année où
rien allait en fait. L'année où je n'ai pas travaillé, où je passais mon temps en train de perdre des gens et j'arrivais pas à concentrer sur... C'est vraiment le traversée de désert. Et j'espère que cette année sera une meilleure année pour moi. Vincent, as-tu eu peur pour ta santé à ce moment-là, au moment où tous ces drames te sont arrivés, parce que tu avais eu quelque temps auparavant un double cancer du côlon? Oh wow! Ah, ça c'est très important et très intéressant que vous posez cette question parce que 2 ans précédents de ça, j'ai eu un début de cancer de côlon et finalement, j'ai dû appeler mon père parce que ça faisait 25 ans que je ne parlais pas avec mon père et j'ai décidé bientôt 50 ans, je pensais que c'était important de faire la paix avec mon père. Donc, je lui ai appelé pour lui annoncer que j'avais... le médecin m'a appris que j'avais un cancer de côlon. Papa, j'ai eu le temps, je sais pas, peut-être le fait que je fais la paix avec mon père, le fait que j'étais en paix avec moi-même, en fait le cancer, il était dans le stade de début avec le fait qu'on l'a rattrapé à l'heure. Écoute, it was in remission, ça veut dire je n'avais pas à m'inquiéter pour ça. Quelques mois plus tard, il est revenu encore. Et je me suis fait soigner tout de suite. So, effectivement, avec tous les décès de ma famille, ça m'a rappelé ce moment douloureux de ma vie et je me posais la question, peut-être c'est un problème de la famille et nous avons un problème de cancer, peut-être un problème d'AVC dans la famille et peut-être moi aussi je vais me passer. Mais je suis allée faire un général et j'ai appris que tout va bien, que je suis en bonne santé et j'ai toujours beaucoup de travail à faire. Mon travail n'est pas terminé dans le monde. So. Alors Vincent, l'émission touche maintenant à sa fin. Merci. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. L'invité de l'émission précédente? De l'émission précédente. Ah ok, c'est un concept. Ou alors, okay. De t'imposer un gage. Ok. Ta mission sera je dois choisir? Non, tu ne choisiras pas. Donc okay. C'est lui qui a décidé, sans savoir qui serait le prochain invité, okay. S'il posait une question ou s'il imposait un gage. Ok, et c'est qui la personne? Tu vas le découvrir. Ah, okay, Ta mission sera d'y répondre et de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité qui va donc être installé ici sur ce canapé et qui va donc galérer parce que je vais lui donner un gage. Un gage. Alors prochain invité, bel ami que tu es, je voudrais que tu dises le texte de La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine avec l'accent marocain. Mais bien le marocain, tu le dis bien, les cigales ayant chanté tous les pays se trouva fort dépourvu quand les baisers le feu venu. Et tu me fais tout le texte comme ça, tu vois, comme ça, mais en marchant accroupi, tel un marchant comme ça, en marchant pas bien. Tu vois, et tu tournes comme ça, et les cigales ayant chanté tous les pays, et tu me fais tout avec l'accent marocain comme ça. Voilà. Mais tout le texte. Et si tu le connais pas, tu l'apprends et tu le fais. Voilà. Fais-moi le malin, moi j'ai dansé sur le zizi, ils peuvent bien faire la connerie. Hein. Et merde, hein, bon courage. Salut. Bon courage. C'est plaisir de te connaître. Cher ami, je connais pas celle-là, peut-être, hein, tu vois, parce qu'on m'a pas récité Les cigales et la fourmi. Je connais même pas de quoi il s'agit en fait. Peut-être. C'est une fable de Jean de La Fontaine. Je connais la Jean de La Fontaine. Mais je te l'ai prise. Mais je connais pas. Je te l'ai notée. Mais même si tu me le notes, moi je ne le ferai pas. Parce que. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Allez, il faut essayer. Pour moi, la pauvre personne, on peut faire une autre émission avec moi et je reviendrai faire celle-là. Celle-là? Mais donne-moi quelque chose d'autre à faire. Alors écoute, il t'a demandé quel était le deuxième gage. C'était de faire ça, là? C'était ça? Eh oui. Eh ben, écoute, je dois enlever le micro et faire le danse de la cana. Hop, hop, hop. Comme ça. Accroupi. Comme ça. On dit comment tu le fais. Et tu es en train de... C'est ça.
C'est toi. Mais je sais pas faire la cigale et la Merci beaucoup Vincent. Merci à toi. Je te fais un bisou. Merci. Et on va se quitter sur un épisode d'En tout cas. En tout cas, un grand merci. Avec grand plaisir, merci. Et puis je sentais tout le soir et puis au bout d'un moment je me suis calmée parce que les vacances ça va être excitant mais il faut aussi aller profiter se reposer. Nettoie, Blanca, nettoie tes doigts. Je t'ai demandé quelque chose. J'ai encore ramassé des poux. Nettoie. Tu as ramassé des poux? Bonjour, Mais si tu madame. arrives à l'heure, hein, la fermeture hier soir, qui devait faire le ménage? C'était pas moi. C'était toi. C'était pas moi. Et l'ouverture ce matin? J'avais un rencard Le bordel. Depuis le début, je t'avais dit que je devais partir bien plus tôt. Donc Bien voilà. plus tôt. Je t'ai Oh là là. autorisé à partir plus tôt. Je t'ai dit de partir plus tôt. Laisse-moi tranquille, Jaja. Tu me fatigues. Va ramasser tes poux. J'ai des poux. Oui, elle a des poux, madame. Faites attention à vos doigts, c'est contaminant. T'as déjà eu les poux des doigts. Toi, tu peux pas, tu es jolie. Tu es jolie. Mais faut enlever les faux cheveux, merci. Vincent McDoom ne cessera de nous surprendre. Un homme très touchant qui a accepté de se dévoiler. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.